Dans cet épisode, je vous propose de découvrir 7 stratégies pour vivre mieux et plus longtemps. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Annick Pauly, bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Chaque semaine dans cette émission, je vous propose des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors aujourd'hui, j'aimerais revisiter un concept que l'on a déjà discuté, et c'est cette notion de mieux vivre et de vivre aussi plus longtemps, en partageant avec vous 7 stratégies qui ont émergé de la recherche, notamment de la recherche sur la longévité, et qui vont nous permettre, si on les met en application, eh bien, d'en bénéficier au niveau de notre santé et de notre qualité de vie, et voire même de notre longévité. Alors cette recherche, elle est issue d'une recherche qui a été faite sur ce que les chercheurs appellent des zones bleues. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails de pourquoi on appelle ça, ces zones bleues comme ça, mais ces zones bleues, c'est essentiellement des zones du monde où les chercheurs ont identifié des populations qui vivent en meilleure santé et plus longtemps que la moyenne. Alors, on a, par exemple, et vous en avez peut-être déjà entendu parler, dans les zones bleues, on a l'île d'Okinawa. Pendant très longtemps, la tendance maintenant est en train de changer, mais pendant très longtemps, c'était les personnes sur cette île d'Okinawa qui avaient l'espérance de vie la plus longue du monde. Ils avaient quasiment 20%, seulement 20% des maladies cardiovasculaires, donc 1/5 des maladies cardiovasculaires de nos pays développés, seulement 1/3 des cancers, seulement 1/3 des démences. Donc, c'est des gens qui vivaient plus longtemps et en meilleure santé. Il y a aussi la zone de Nicoya, au Costa Rica. Il y a une zone en Sardaigne, la région de Barbagia, qui est aussi connue comme une zone bleue. Il y a une île en Grèce, l'île d'Ikaria. Et puis, il y a la région aussi de Loma Linda, aux États-Unis, où dans cette région de Californie, les gens avaient une espérance de vie de 7 ans au-dessus de la moyenne nationale. Donc on voit que c'est des régions où les gens ont un style de vie qui leur permet de vivre au-delà de la norme. Par exemple, si on parlait de Nicoya au Costa Rica, eh bien c'est une population qui avait 2 fois plus de probabilité d'arriver à l'âge de 90 ans qu'une personne qui vit aux États-Unis ou qu'une personne qui vit en Europe. Alors, on parle ici de longévité, hein. Très souvent on a l'impression que c'est lié à la génétique. On sait aujourd'hui que notre génétique ne détermine qu'environ 25% de notre longévité. 75% est dû à notre style de vie, à notre environnement. Okay? Et donc, en étudiant ces populations, en étudiant leur comportement, leur état d'esprit, leur manière d'être, eh bien, les chercheurs ont découvert un certain nombre de principes que l'on peut appliquer à notre propre santé qui vont nous servir. Donc le premier principe que l'on va discuter, c'est la notion du mouvement ou la notion de bouger. Okay? Aucune de ces personnes dans ces populations qui ont été étudiées ne vont dans un fitness. Okay? Ils ne vont pas soulever des poids, ils n'ont pas d'abonnement annuel au fitness, ils ne prennent pas des cours de pilates. Et pourtant, un des facteurs clés, c'est le fait qu'ils bougent. Ils sont régulièrement en mouvement de par leurs activités. Ce n'est pas un mouvement ou une activité d'ordre intense ou modéré, mais ce qu'on appelle une intensité légère. Mais ils sont tout le temps en mouvement dans la journée. Par exemple, dans la région de Barbagia, en Sardaigne, ce sont principalement des populations de bergers. Donc, ils passaient leur vie à monter et descendre les collines, les montagnes. Donc, toujours en activité physique. À Okinawa, la plupart de la population a un jardin. Ils passent une grande partie de leur journée dans leur jardin à travailler pour cultiver les fruits et les légumes qu'ils vont consommer. Okay? Donc ce sont des populations qui sont régulièrement, qui se soumettent, si vous voulez, à un stress physique au travers du mouvement, sans avoir une structure de mouvement sportive ou athlétique ou de performance, hein, comme on la conçoit chez nous, où on est dans cette espèce d'antagonisme total, où les gens sont assis toute la journée à leur bureau,
quasiment sans bouger, et puis ensuite le soir ils vont faire une demi-heure de sport, de marche, ou une heure au fitness, ou à pédaler sur des vélos dans l'eau, des choses complètement artificielles, et ils pensent que c'est suffisant pour nourrir les besoins innés de mouvement que a notre corps, et ça, ce n'est absolument pas vrai. Donc c'est beaucoup plus important d'être tout le temps régulièrement en mouvement, à un niveau d'activité légère, de bouger, d'avoir des activités, de se lever, de s'asseoir, etc., plutôt que d'être statique toute la journée et puis d'aller faire un sport intense le soir. Okay? Ça, c'est très, très important. Deuxième aspect, et là, on va utiliser la dénomination que l'on utilise à Okinawa, mais c'est vraiment applicable à toutes ces populations, c'est le concept de hara Ashibu. Okay. Et le concept d'hara Ashibu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire sortir de table avant d'être plein. Ne manger qu'à 80% de ce que vous avez besoin. Donc, c'est ne pas surconsommer d'alimentation. Ça, c'est vraiment très, très important. Donc, c'est en fait limiter nos quantités de calories par jour. Et dans notre société, eh bien, on a tendance à surconsommer la quantité d'alimentation et en plus de surconsommer une alimentation qui n'est pas de bonne qualité. Okay? Donc on a favorisé la quantité à la place de la qualité et on se retrouve dans des situations où vous avez des gens qui sont obèses ou en surpoids et en même temps qui sont malnutris au niveau vitaminique et au niveau des minéraux et au niveau des polyphénols et au niveau des phytonutriments, etc. etc. Okay? Donc, favorisez ce concept de hara Ashibu. Ne mangez pas à être plein, mangez à 80% de ce que vous avez besoin. Okay? Troisième élément, eh bien, c'est quel type d'alimentation. Alors bien évidemment, ça va varier, hein. On ne peut pas comparer l'alimentation de Sardaigne ou de Grèce avec l'alimentation d'Okinawa, mais il y a deux choses qui ressortent très clairement, c'est que, ces populations-là mangent très peu de viande et leur alimentation est principalement basée sur des plantes, donc on parle de légumes ici, hein, les légumes étant la partie prépondérante de leur alimentation. Et aussi, notamment dans les populations européennes, la consommation de noix à 5 fois par semaine sont des facteurs qui ressortaient au niveau de la longévité. Okay? Quatrième élément, une des choses qui fait partie de ce style de vie, c'est la notion de pause régulière. Okay? C'est-à-dire que ces populations-là, ils ont un rythme qui est beaucoup plus lent, ils ne sont pas en train de courir, stresser tout le temps, et ils ont dans la journée un moment où ils font une pause. Par exemple, à Okinawa, il y a cette notion de mohai, où en fait les gens se réunissent. C'est un peu pour parler des ragots, de ce qui se passe dans le village, okay, de comméré si vous voulez, mais c'est un moment où ils se réunissent, ils s'assoient, ils parlent entre eux. Et ça, on le retrouve par exemple dans les régions italiennes, dans les régions du sud, hein, où on a cette place du village, où les gens se retrouvent ou sont assis devant leur porte sur le trottoir et discutent avec leurs voisins. C'est aussi la notion de sieste que l'on retrouve dans les pays du Sud, hein, où en général, entre 1h et parfois 16h, 17h, rien ne se passe parce que les gens restent à l'intérieur pour se protéger du soleil et étaient en pause. Donc, mettez des moments de pause dans votre journée. Cinquième élément, ici, la notion de lien social. Okay. Alors, cette notion de lien social, elle est très différente de ce qu'on a aujourd'hui, parce que nous, les liens sociaux aujourd'hui, on a l'impression qu'on a énormément de connaissances, on a plein d'amis sur Facebook, ça n'a absolument rien à voir avec ça. Ce sont des équilibres qui se sont faits aussi, des partages qui se sont faits. Par exemple, en Grèce, il y avait cette notion où régulièrement, ils faisaient un repas au sein du village où tout le monde apporte quelque chose de manière anonyme. Comme ça, ceux qui ont moins, eh bien, ils apportent ce qu'ils peuvent. Ceux qui ont plus apportent un petit peu plus et on ne sait pas qui a apporté quoi. Et on profite de ces moments-là aussi pour régler les problèmes sociaux qu'il y a à l'intérieur du village, les tensions qu'il peut avoir, les dissensions qu'il peut avoir entre certains habitants. Donc, il y a vraiment un tissu social, si vous voulez, qui est resté très fort. Et ce tissu social, il passe aussi
par cette notion de rituels qui se font, c'est-à-dire de se retrouver régulièrement où tout le village participe à une fête, ou alors vous retrouvez régulièrement tous les dimanches le repas familial, et ça c'est quelque chose de très très important qu'on a énormément perdu ici dans notre société moderne. Il y a d'ailleurs une anecdote qui est très très importante, très très intéressante d'un grec qui venait de cette île d'Icaria, qui s'appelait Stomatis Moraitis, qui vivait aux États-Unis et qui a été diagnostiqué avec un cancer en phase terminale du poumon. Donc la médecine moderne ne pouvait plus rien pour lui. Ils leur ont dit, écoutez, rentrez chez vous, mettez vos affaires en ordre, dites au revoir à vos proches. Et donc pour faire ça, Stomaitis a décidé de rentrer chez lui, de mourir sur sa terre natale d'Icaria en Grèce. Et là, il a retrouvé finalement ce rythme qu'il avait perdu en émigrant aux États-Unis, c'est-à-dire ben voilà, de faire des pauses, d'aller boire un verre avec ses anciens amis, etc. Il a retrouvé ce style de vie et 35 ans plus tard, il était toujours en vie et mort d'une mort naturelle. Alors bien évidemment, c'est anecdotique, mais ça montre à quel point ces liens peuvent être puissants. Okay? Et puis, un des aspects ici qui n'est pas nécessairement conscient, c'est vraiment ce style de vie partagé. C'est-à-dire que si vous vivez dans ces communautés-là, eh bien, tout le monde a le même style de vie. Donc, c'est difficile pour vous, si tout l'environnement autour de vous a un certain style de vie, de ne pas être impliqué, si vous voulez, dans ce style de vie. Ça va être différent, difficile pour vous d'aller manger au McDo tous les jours si vous êtes dans la région de Barbagia, qui n'a pas de McDo et où tout le monde cuisine ses légumes dans son propre jardin. Donc cette notion de style de vie partagé, ça veut aussi nous apprendre chez nous que si vous voulez améliorer votre santé, eh bien, entourez-vous de personnes qui ont les mêmes valeurs, qui ont les mêmes buts, qui ont les mêmes objectifs, qui veulent avoir le même style de vie. Si vous êtes au travail et que les 5 collègues avec qui vous interagissez le plus se réunissent pour aller faire du sport après le travail, eh bien, vous aurez beaucoup plus tendance de les rejoindre, ce qui va améliorer votre santé. Par contre, à l'opposé, si vos collègues de travail sortent pour aller boire des verres après le travail, eh bien, vous allez être entraîné dans ce style de vie aussi. Donc, si vous désirez, vous, développer un style de vie sain, entourez-vous de personnes qui ont cette même dynamique, qui ont ces mêmes valeurs. Si vous voulez améliorer votre santé, dans votre équipe médicale, n'ayez pas juste un médecin qui se focalise juste sur la maladie, et à chaque fois que vous allez chez lui, vous voyez juste des gens qui sont toujours malades. Ayez aussi des thérapeutes qui font de la prévention, qui font de la médecine du style de vie, et que vous puissiez être entouré et communiquer et partager avec des personnes qui ont les mêmes valeurs et qui veulent améliorer leur santé et qui ne sont pas toujours dans cette dynamique de seulement traiter les symptômes ou la maladie. Okay? Et puis, dernier élément qui est ressorti de ces études, eh bien, c'est la raison d'être. Alors ça, c'est une notion un petit peu moderne, mais c'est la notion de se dire, avez-vous une raison de vous lever le matin? Okay? C'est ce qu'ils appellent au Costa Rica le plan de vida. Okay? C'est ce qu'ils appellent à Okinawa l'ikigai. Est-ce que vous avez une raison? Pourquoi est-ce que vous vous levez le matin? Est-ce que vous avez une raison finalement de vivre? Parce que si vous n'avez aucun but, aucune raison d'être à votre existence, eh bien c'est facile de se laisser aller et que l'univers vous recycle beaucoup plus rapidement que ce qui n'est prévu. Alors que si vous avez quelque chose à contribuer, si vous avez une raison d'être, quelque chose à amener, un talent unique, et on l'a tous, c'est juste une question de faire le travail nécessaire pour le découvrir si vous n'êtes pas encore au point de ce que c'est. Ça, c'est très très important, cette notion de raison d'être, de pouvoir contribuer. Okay? Donc voilà les 7 piliers ici qui sont sortis de ces études des zones bleues. Choisissez-en un, mettez-le en application pour les 30 prochains jours et voyez ce que ça apporte dans votre existence. Laissez-moi savoir dans les commentaires comment ça fonctionne pour vous. Si vous avez besoin de la transcription de cet épisode, elle est disponible sur notre site unegrandevie.com. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et surtout, contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire
à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une grande vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc clique le lien qui te convient, clique les 3 si tu veux. Et puis surtout, moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.